Plus de 112 millions de dollars US, beaucoup plus que le gap additionnel obtenu par le Niger à l'issue de la table ronde des bailleurs de fonds du programme Kandaji tenu à Vienne en Autriche. La 50e session ministérielle de l'autorité du Liptako Gourma qui a pris fin hier après-midi à Niamey a permis de mener des réflexions en vue d'améliorer l'organisation et en faire un modèle d'intégration régionale. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette session d'information dominicale. Le Premier ministre-chef du gouvernement, Brigitte Raffini, a reçu cet après-midi en audience une forte délégation de l'Organisation de la jeunesse musulmane d'Afrique de l'Ouest. Elle est allée remercier le chef du gouvernement pour son appui à la promotion de la culture musulmane et à la paix. Il s'inscrit dans le cadre d'une démarche, n'est-ce pas, visant à présenter nos sincères remerciements au gouvernement nigérien à travers la personne de son Excellence le Premier ministre, que Dieu l'assiste et l'affermisse dans son travail et lui donne l'intelligence et la sagesse nécessaires pour qu'il puisse continuer à travailler pour le bien-être de la population locale. Donc nous sommes venus parce que le Niger a abrité, n'est-ce pas, cette année le 7e congrès de l'OGMAO, c'est-à-dire l'Organisation de la jeunesse musulmane de l'Afrique de l'Ouest. Et également, cette structure apolitique et religieuse a également organisé une session ou un séminaire de formation islamique, n'est-ce pas, à l'intention de la jeunesse musulmane de la sous-région. Et bien que je ne fais pas partie de la sous-région, mais j'ai quand même on m'a fait le grand honneur, n'est-ce pas, de m'inviter à participer à cette rencontre et aussi à apporter ma petite contribution. Là, dans le sens de donner quelques conférences devant nous permettre, n'est-ce pas, d'apporter la lumière sur certains points, n'est-ce pas, des divergences ou encore sur certains points sur lesquels le musulman ou l'islam est aujourd'hui injustement accusé, n'est-ce pas, suite au mauvais comportement, n'est-ce pas, de certains musulmans qui causent du tort à leur religion. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale, lui, a effectué ce matin une série de visites sur les sites de recasement des sinistrés victimes des inondations de la région de Difa, compte rendu Abdraman Boukari et Haruna Sanda. C'est donc pour constater l'ampleur des dégâts, s'enquérir des conditions de vie des ménages déjà recasés, mais aussi et surtout apprécier de lui-même les multiples efforts déployés par l'État et ses partenaires pour venir en aide à ces personnes éprouvées, que le premier vice-président de l'Assemblée nationale, M. Daouda Marté, en compagnie des autorités administratives, communales et coutumières, s'est rendu ce matin sur plusieurs sites de recasement de la commune rurale de Guesquerou, ainsi que ceux de la commune de Chetimari, ainsi donc de Youa au site de recasement de Rouda, en passant par ceux de Ngadoua, Kayowa, Agiri et celui de Lumbram, qui pour sa part abrite les sinistrés d'un village frontalier venu du Nigeria, victime aussi des inondations. Daouda Marté a rencontré ces populations pour leur expliquer d'abord les motifs de son déplacement et ensuite à discuter et échanger de leurs conditions de vie. Des enfants, des femmes qui sont dans une situation démunie, qui n'ont pas de quoi se manger ou qui n'ont pas de quoi se vêtir. C'est pour cela que j'ai trouvé la situation de vie un peu difficile, voire très difficile. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale, M. Daouda Marté, a également saisi cette opportunité pour lancer un appel à l'endroit du gouvernement et de ses partenaires pour accompagner et soutenir ces populations dans la gestion de cette crise. Malheureusement, les inondations le long de la Komadougou commencent à être un peu structurelles, ça fait la deuxième année. Il serait bon aussi qu'on essaie, n'est-ce pas, de voir au niveau du PNUD ou de l'État faire un aménagement de cette vallée de manière à ce que ces inondations-là, on puisse trouver une solution. Aujourd'hui, nous sommes à une dizaine de villages qui ont été relogés, une dizaine de villages qui ont été abandonnés par leur population parce qu'elles ont été inondées et parce qu'elles ont subi les inondations depuis l'année passée jusqu'à cette année. Ça montre que le problème n'est plus conjoncturel, il devient de plus en plus structurel. Notons enfin que partout il est passé, ces populations, par la voix de leurs représentants, n'ont pas manqué de témoigner une fois de plus toute leur profonde gratitude et reconnaissance totale à M. Daouda Marté pour cet élan de solidarité, preuve donc de l'intérêt et de l'attention toute particulière qu'il accorde à toute chose se rapportant à la vie des populations. Je suis sur ce plateau avec le représentant résident de la Banque mondiale au Niger, M. Nestor Kofi, avec qui nous allons dans quelques instants discuter et parler des 50 ans de partenariat entre la Banque mondiale et le Niger.
La 4e table ronde des bailleurs de fonds du programme Kandaji s'est tenue cette semaine à Vienne, en Autriche. Le ministre d'État au plan conduisait la délégation nigérienne. Le Niger a d'ailleurs obtenu auprès des bailleurs de fonds plus de 172 millions de dollars US. C'est beaucoup plus que le gap additionnel. Envoyés spéciaux à Vienne, El Haj Barokuba et Ebon Gueye. Vienne, la capitale de l'Autriche, a abrité en effet lundi dernier la 4e table ronde des bailleurs de fonds du programme Kandaji. Une réunion qui s'est déroulée ici, à l'OFID, au siège de l'OPEP. Le ministre d'État du Plan, Amadou Boubacar Cissé, présidait cette 4e table ronde en présence de nombreux partenaires, dont la Banque mondiale, la BADEA, la BID, la BAD, l'Agence française de développement, la BOAD, le Fonds d'investissement de la CEDEAO, le Fonds cohésien de développement ou encore le Fonds saoudien de développement. Le Niger, donc Kandaji, représente un programme crucial pour la croissance économique et pour la réduction de la pauvreté. Le Niger, dis-je, en venant à Vienne, cherchait quelques 152 millions de dollars pour parachever le dit programme. Les dés sont jetés. Le ministre d'État Amadou Boubacar Cissé, conscient de l'enjeu de cette 4e table ronde, a donc multiplié les contacts, fait appel à son formidable réseau relationnel, parce que Kandaji, en fait partie intégrante du programme de renaissance du président Issoufou. Ce 9 décembre, sous moins 5 degrés, les discussions ont duré toute la journée et la pertinence du dossier présenté par le Niger a fini par donner de bons résultats. Ce rappel détaillé de tous les impacts attendus du futur barrage justifie bien l'insistance avec laquelle le Niger a de longue date souhaité de toutes ses forces sa réalisation, malgré les réserves longtemps exprimées par de nombreux partenaires financiers. L'intérêt multiforme et la taille remarquable de cet investissement expliquent aussi pourquoi il est devenu un projet central du plan de développement économique et social PDS 2012-2015 que nous avons adopté en août 2012. C'est pour la même raison que le Niger a consenti des efforts financiers particulièrement lourd pour que notre longue attente se transforme en réalité. C'est aussi pourquoi nous sommes particulièrement reconnaissants à tous ceux qui ont bien voulu s'associer à nous pour relever ce défi. Les bailleurs de fonds, renouvelant leur confiance et leur amitié aux autorités nigériennes, ont annoncé au-delà des 152 millions de dollars. Ils ont annoncé, comme le souligne le communiqué final, plus de 172 millions de dollars. Par rapport à la reprise des travaux de construction du barrage, il a été demandé aux partenaires financiers de transmettre leur avis sur le dossier de préqualification pour le choix de l'entreprise chargée de la réalisation des travaux. À l'issue des débats, les indications de financement ci-après ont été données par les différents partenaires en attendant l'approbation de leurs organes de décision respectifs. Le montant global de 172,5 millions de dollars US annoncé se répartit comme suit. Agence française de développement, 20 millions de dollars US. Banque africaine de développement, 20 millions de dollars US. Banque arabe pour le développement économique en Afrique, pour mémoire. Banque islamique de développement, 30 millions de dollars US. Banque mondiale, 55 milliards de dollars US. 55 millions de dollars US. Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO, 2,5 millions de dollars. Banque ouest africaine de développement, 20 millions de dollars. Fonds d'Abu Dhabi, pour mémoire. Fonds cohésien pour le développement économique arabe, 10 millions de dollars. Fonds saoudien pour le développement, 10 millions. Et fonds de l'OPEP pour le développement international, 5 millions de dollars, soit un total de 172,5 millions de dollars US. Le montant des annonces de financement, dépassant largement le besoin de financement additionnel, permettra de réduire la contribution du gouvernement. Ces contributions enregistrées sont destinées principalement, prioritairement à la réalisation des actions pour l'exécution complète du programme Kandaji selon le tableau ci-joint en annexe. Sur la base de ces considérations financières, le gouvernement du Niger invite les partenaires à entreprendre, dès que possible, des missions d'évaluation. Au terme de cette table ronde, la République du Niger adresse ses plus vifs remerciements aux autorités du Fonds de l'OPEP pour l'accueil chaleureux, la parfaite organisation de la réunion et les résultats positifs atteints. La République du Niger exprime également ses sincères remerciements aux partenaires techniques et financiers pour leur participation active ayant permis d'atteindre ces résultats. Enfin, Son Excellence le ministre d'État, ministre du Plan, de l'Aménagement du territoire et du développement communautaire, a exprimé ses remerciements à M. Suleiman El Harbiche,
directeur général du Fonds de l'OPEP, pour son indéfectible engagement en faveur de ce programme stratégique destiné à l'amélioration des conditions de vie des populations nigériennes, fait à Vienne le 9 décembre 2013. Bien entendu, le haut-commissaire à la vallée du Niger, Amadou Harouna, émerveillé par cette prompte réaction des bailleurs de fonds, annonce déjà le début des travaux. Parallèlement qu'on est en train de travailler sur le gap de financement, il faut d'abord rappeler qu'en ce qui concerne la première phase, et les premiers dossiers, le financement est déjà là. Seulement, il y a eu un surcoût dû effectivement à la question de la résiliation et un certain nombre de points. Et pour les travaux, nous avons déjà lancé l'appel d'offres pour la reprise des travaux préparatoires. Et l'appel d'offres a été lancé le 6 décembre passé. Inch'Allah, nous allons dépouiller très rapidement et puis sélectionner une entreprise. Et nous pensons qu'en janvier, début février, les travaux devaient pouvoir commencer sur le site. Toutes les conditions sont remplies, vous venez de le voir, hein, avec les partenaires, on a bouclé au niveau du financement. Maintenant, c'est les procédures d'acquisition et autres là. Nous sommes en train de travailler pour serrer les délais et puis pour que très rapidement les travaux puissent reprendre. Cela dit, la mise en œuvre du programme Kandaji va entraîner le déplacement involontaire des populations, un déplacement d'envergure qui a fait l'objet de beaucoup d'attention, car ce sont quelques 38 000 personnes qui seront déplacées. Un déplacement en 2 vagues et une réinstallation qui appelle de mesures appropriées, telles l'alimentation en eau potable des populations. Le ministère en charge de l'eau a déjà pris de l'avance en élaborant un schéma directeur d'alimentation en eau potable des populations riveraines et insulaires du fleuve Niger, de l'entrée d'Ayarou jusqu'à Gaïa, pour permettre à ces populations d'avoir de l'eau potable et en quantité suffisante. Nous avons déjà commencé une partie des travaux avec l'assistance de la Banque mondiale et aussi sur le budget national pour pouvoir alimenter ces populations en eau potable et aussi aux infrastructures d'assainissement de base. Plus de 172 millions de dollars, le Niger une nouvelle fois est honoré à travers la modeste personne de son ministre d'État en charge du plan. Amadou Boubacar Sissé n'est d'ailleurs pas à son coup d'essai. Qu'on se souvienne, la BID, Bruxelles, Paris, Vienne 1 et 2, Washington, etc. Tout naturellement, après l'annonce de Vienne 2, en décembre 2013 donc, l'homme n'a pas caché toute sa satisfaction. Nous avons été agréablement surpris de voir que l'engagement très profond des partenaires nous a permis d'aller au-delà de ce montant et de mobiliser pratiquement 172 millions de dollars, ce qui permet vraiment d'avoir un confort absolu et même éventuellement de réduire la contribution initiale du Niger que nous avons envisagée, ce qui est donc une bonne chose. Le deuxième point important de satisfaction, c'est que nous avons pu véritablement ensemble, de la manière la plus transparente, discuter de tous les problèmes liés à ce projet. Les insuffisances que nous avons constatées dans le dispositif institutionnel qui n'a pas permis en fait de constater à temps certains problèmes qui se sont posés et qu'il faut donc resserrer, et certains problèmes aussi liés à la coordination des partenaires, parce que nous avons près de 12 partenaires sur ce projet et ce n'est pas aisé de coordonner 12 bailleurs de fonds sur un seul projet. Et donc toutes ces questions-là ont trouvé des réponses extrêmement positives, et je crois que véritablement cette fois-ci nous sommes vraiment très clairement armés pour que ce projet-là puisse véritablement reprendre dans les meilleures conditions possibles et dans les meilleurs délais. Voilà pour Vienne. Kandaji, un vieux rêve, va enfin connaître une véritable faisabilité. Les travaux préparatoires, vous l'avez entendu, doivent débuter le mois prochain. Le génie civil et l'équipement en juillet 2014, la centrale hydroélectrique en octobre 2014, la déviation de la route en janvier 2015, la réinstallation de la deuxième vague en janvier 2015 aussi. En principe, si Dieu nous prête longue vie, Kandaji sera opérationnel en décembre 2017.
Comme annoncé, je reçois sur ce plateau le représentant résident de la Banque mondiale au Niger, Nestor Kofi, avec qui on va parler des 50 ans de partenariat entre la Banque mondiale et le Niger. Monsieur le représentant, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Quel bilan retenir de ce partenariat déjà vu de 50 ans? Merci beaucoup de me recevoir ce soir sur votre plateau. Je dois avouer que notre institution est très heureuse de ce partenariat qui dure déjà un demi-siècle. Et pour nous, ce bilan est un bilan positif. Positif en ce sens qu'en l'espace d'un demi-siècle, nous avons pu accompagner le Niger quasiment depuis son indépendance à la transformation de sa société. Et nous sommes aujourd'hui, 50 ans après, dans une période qu'on pourrait dire de célébration, même si des défis existent, mais force est de constater que nous avons pu travailler assidûment avec notre partenaire pour arriver aujourd'hui à là où nous sommes pour le pays. Monsieur le représentant, il faut le dire, la Banque mondiale fait partie des institutions vues jusqu'à un certain moment comme étant des institutions imposant leur dictat au gouvernement. Alors qu'en est-il les préjugés d'émerger, monsieur le représentant? Oui, notre institution est une institution de développement, c'est une institution qui a vocation à la réduction de la pauvreté, quelle qu'elle soit, dans tous les 4 coins du monde. Et le Niger, en tant que pays en développement au niveau de l'Afrique, est intimement concerné et bénéficie des appuis de la Banque mondiale, donc comme on l'a dit depuis 1963. C'est vrai qu'au cours de l'histoire, nous avons connu beaucoup d'expériences, pas seulement avec le Niger, mais en tant qu'institution de développement, dans nos relations avec nos partenaires, et en particulier les pays. Et dans ces relations, il y a eu des périodes de haut et de bas. Et donc, ce qui importe, c'est les leçons que nous tirons de toutes ces expériences. Monsieur le représentant, quelles sont les activités prévues pour la célébration de ces 50 ans de partenariat? Alors, nous avons un programme assez riche. Nous avons placé ce cinquantenaire sous l'angle d'une célébration symbolique. Nous limitons donc ce qui pourrait prétendre à de l'ostentatoire. Et donc, nous avons envisagé une journée que nous appelons une journée de portes ouvertes. En vérité, notre institution, c'est vrai qu'elle est connue à l'échelle planétaire, mais lorsque on arrive à l'échelle relationnelle et individuelle, très peu savent véritablement ce que nous faisons et comment nous intervenons. Donc, ce déficit de communication, nous voulons justement, à travers cette table ronde, donner l'opportunité à la population nigérienne, le grand public surtout, de nous approcher, de venir dans nos locaux, d'échanger avec nos cadres, de voir comment nous travaillons et de poser toutes les questions pour que nous puissions leur donner des réponses directes. Et pour nous, cela est très important parce que la Banque mondiale se veut la banque de développement et nos efforts sont axés pour la réduction de la pauvreté. Donc ce qui nous importe, c'est le grand public. Le public qui véritablement a besoin de l'appui des institutions de développement comme les nôtres. Votre mot de fin, monsieur le représentant? Je voudrais vous remercier encore une fois et surtout inviter le grand public à venir se joindre à nous demain à partir de 10 h. Nos locaux sont situés au quartier du Plateau, le quartier administratif, et plus précisément au 187 de la rue des Dalols. Nous sommes quasiment ouverts donc, le matin jusqu'au soir pour recevoir tous et toutes celles qui seront véritablement intéressées de savoir un temps soit peu ce que la Banque mondiale fait à travers le monde et en particulier pour le Niger. Merci, monsieur le représentant, d'être venu rester avec nous pour suivre la suite de cette édition. Clôture hier après-midi à Niamey des travaux de la 50e session ministérielle de l'autorité de développement intégré de la région Liptako-Gourma. Une grande réflexion a été menée en vue d'améliorer l'organisation pour en faire un modèle d'intégration régionale. Compte rendu Mahmoud Idrissa Maïga et Issouf Suleiman. C'est sur une note de satisfaction générale qu'ont pris fin hier après-midi à Niamey les travaux de cette 50e session du Conseil des ministres de l'autorité de développement intégré de la région de Liptako-Gourma. Plusieurs rapports d'activité ont été examinés et adoptés. Des réflexions ont été menées en vue d'améliorer le cadre institutionnel de l'organisation et des mesures ont été prises en vue de réaliser les projets et programmes de développement commun
et matérialiser de ces faits les ambitions des chefs d'État et de gouvernement des pays membres de l'organisation. Les membres du Conseil ont fait des amendements pour amélioration de la présentation des prochains rapports et exprimer quelques inquiétudes sur les principaux points suivants. La lenteur constatée dans la réalisation de l'audit structurel dont les conclusions sont attendues pour orienter les prises de décision. La non prise en compte suffisante des secteurs des mines et de l'industrie dans le programme triennal d'investissement, la nécessité pour l'ALG de s'inspirer des nouvelles initiatives offertes aux États pour formuler des programmes et projets intégrateurs. Pour toutes ces préoccupations, la Direction générale de l'ALG a pris acte et a apporté quelques éléments d'éclaircissement. Une motion spéciale de remerciement a été ainsi adressée au président de la République, chef de l'État Issoufou Mahamadou, ainsi qu'au gouvernement et au peuple nigérien par les différentes délégations. Burkina Faso, de la République du Mali et les représentants des organisations intergouvernementales présents à la 50e session ordinaire du Conseil des ministres de l'Autorité pour le développement intégré du Liptako-Gourma, tenue le 14 décembre 2013 à Niamey, en République du Niger, adressent leurs sincères remerciements à son Excellence, M. Issoufou Mahamadou, président de la République du Niger, au gouvernement et au peuple nigérien pour l'accueil très chaleureux et fraternel qui leur a été réservé lors de leur séjour au Niger. Le ministre d'État Amadou Boubacar Sissé, président en exercice du Conseil des ministres, a félicité le Conseil et les experts pour les travaux abattus au cours de cette session ministérielle. Madame et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs, à l'issue des travaux de notre 50e session ordinaire, nous venons donc de prendre d'importantes décisions allant dans le sens du renforcement de la nouvelle dynamique insufflée à notre institution par les chefs d'État. Je me félicite de ces importantes décisions qui contribueront sans nul doute au renforcement de la solidarité entre nos trois États et de la vitalité de notre organisation commune. La direction générale de l'autorité du Liptako-Gourma compte donc se mettre au travail et se doter des moyens nécessaires pour ainsi atteindre les objectifs de l'organisation et faire d'elle un modèle d'intégration régionale. Le ministre de l'Équipement a, dans un point de presse tenu ce matin, fait le point des grands travaux de la ville du Niamey annoncés au dernier Conseil des ministres. Ibrahim Nomo a également fait le point de sa récente mission à l'intérieur du pays pour voir l'état d'avancement de certains travaux. Les détails avec nos reporters Djouadi Isiaka et Mohamed Adam. Lors du Conseil des ministres du 13 décembre dernier, au titre du ministère de l'Équipement, des projets de décrets d'utilité publique ont été adoptés. Il s'agit des projets de construction des échangeurs au niveau du rond-point de Martyr au rond-point Kennedy, celui des armées au rond-point 16e ou celui du carrefour Laco, et la projection du 3e pont sur le fleuve à partir de Goudel, et la construction également des routes dans la ville de Niamey. Tout ceci rentre dans le cadre de la mise en œuvre du projet Niamey-Niala. Le ministre a tenu à rassurer les populations de Niamey que les dispositions seront prises pour dédommager les personnes exerçant leur activité ou habitant les sites concernés. Donc, il n'y a pas lieu de polémique ou des inquiétudes à se faire suite à la volonté de la mise en œuvre des projets. Si nous devons commencer tous ces trois chantiers, dans Niamey, vous convenez avec moi que la circulation sera bloquée à Niamey. Et nous n'allons pas, évidemment, nous voulons fluidifier la circulation, pas la bloquer. Donc, raison pour laquelle nous allons prendre les dispositions nécessaires pour que la circulation ne soit pas bloquée de Niamey au vu des travaux de ces chantiers. C'est qu'il faut dire que c'est vrai, il y a une inquiétude au niveau des riverains qui se demandent comment ça va se passer. Bon, il y a une loi au Niger qui réglemente toutes ces questions-là. Et comme je l'ai dit chaque fois, que les gens, deux fois, sont pressés. On pense que dès qu'on commence un chantier, il faut directement indemniser les uns et les autres. Cela ne peut pas se faire, puisque, comme je l'ai expliqué chaque fois, hier même au niveau de la télé, il est dit que quand vous prenez les impactés, ceux qui ne sont pas touchés par une destruction quelconque, j'ai pris l'exemple d'un boutiquier, par exemple, qui a une boutique, mais du fait des travaux, se voit sa boutique fermée.
pendant un certain temps. Vous ne pouvez pas l'indemniser tout de go. Vous ne pouvez pas l'indemniser tout de suite. Vous êtes obligé d'attendre la fin des travaux pour calculer le nombre de temps qu'il a été impacté et en tirer les conséquences. Donc c'est dire qu'on ne peut pas d'emblée chercher à régulariser tout le monde en même temps. Ce fut l'occasion aussi pour le ministre de faire le point de sa récente visite à l'intérieur du pays pour voir l'état des travaux dans les différents chantiers initiés, notamment Sarnawa Madawa, Difa Ngingmi, Zender Guinimouni, Diadjiri Goudoumaria, Bella Gaya, Guidan Rougi Madawa et Maradi Madarumfa. Nous avons fait la visite sur le chantier Moujia Lela Badekishiri et avec ses bretelles. Il faut dire que le chantier, c'est vrai, il est un peu en retard. Par rapport à l'exécution, il est en retard. Mais l'importance de cette visite, c'est de faire le point et de dire aux entreprises, voilà ce que nous attendons d'elles. Et que nous n'allons pas accepter que les uns et les autres dorment sur leur laurier et ne rendent pas les travaux qui leur sont donnés dans les délais. Les conclusions qu'on peut tirer selon le ministre lors de cette visite à l'intérieur sont le manque de protection des routes, le retard et la lenteur des travaux, l'inefficacité de certaines entreprises. Mais pour cela, le gouvernement va prendre les dispositions nécessaires pour la bonne marche des chantiers et une mise en œuvre efficace des différents projets en cours et en projection. Le ministère des Enseignements professionnels et techniques a, dans le cadre de l'amélioration des formations et leur adéquation à l'emploi, dépêché une mission à Cotonou, au Bénin, mission dont vous suivrez la synthèse en partie et magazine de ce journal. Cérémonie de clôture hier après-midi à Niamey de la revue annuelle 2013 des réalisations et résultats du ministère de la Jeunesse et des Sports. Pendant 3 jours, les participants ont échangé sur l'état de ces résultats et débattu des actions futures susceptibles de garantir l'atteinte des objectifs assignés. Les précisions avec Diouari Isiaka et Askou Jebrilla. Les cadres du ministère de la Jeunesse et des Sports, les sous-secteurs de la Jeunesse et des Sports, les services techniques du ministère concernés, la jeunesse, le partenaire technique et financier, les encadreurs de la cellule de suivi de l'action gouvernementale et de l'École nationale de l'administration et de la magistrature ont procédé à l'examination des actions du ministère au cours de l'année 2013. L'examen des travaux ont permis aux participants de formuler des propositions et des recommandations. Réunis les 12, 13 et 14 décembre 2013 à Niamey, le participant à la revue annuelle du secteur jeunesse et des sports recommande à l'endroit du gouvernement la mise à disposition à temps des ressources nécessaires à la mise en œuvre des projets et programmes du secteur. Recommandation numéro 2. Recommande l'accompagnement des services déconcentrés dans le processus de transfert de compétences et de ressources aux collectivités territoriales. Recommandation numéro 3. L'implication adéquate et à tous les niveaux des acteurs dans le processus de préparation et d'exécution du budget. Recommandation numéro 4. La mise en place d'un plan de formation du secteur de la jeunesse et des sports. Recommandation numéro 5. Aux collectivités et aux partenaires. Une plus grande implication dans l'élaboration et l'exécution des projets et programmes du secteur de la jeunesse et des sports qui ne sauraient être que du seul ressort de l'État. Les travaux de cette revue annuelle 2013 du ministère de la Jeunesse et des Sports rentrent dans le cadre d'atteinte des objectifs des sous-secteurs de la jeunesse et des sports définis dans le PDS 2012-2015. J'ai su, à travers les comptes rendus de vos travaux, tout le crédit que vous avez accordé à cette revue et j'ai particulièrement noté avec satisfaction la qualité des échanges et des débats qui en ont découlé. Ce qui vous a permis d'élaborer un plan de travail annuel 2014 adéquat et de dégager des propositions et recommandations pertinentes conformément au programme de développement économique et social PDS 2013-2015 du gouvernement de la 7e République. Vous avez aussi su établir la cohérence nécessaire entre les ressources prévues au titre du budget national et celles annoncées
par nos partenaires techniques et financiers et mutualiser vos expériences qui ont sans doute permis de renforcer vos capacités en matière de suivi des programmes. Le ministère s'engage selon son représentant à faire un plaidoyer fort partout où le besoin sera pour un soutien des actions issues de cette revue annuelle 2013. Cérémonie de réception hier à l'hôtel de ville de Maradi d'un camion don du conseil de ville à la 61e compagnie des sapeurs-pompiers de Maradi. C'était sous la présence du gouverneur de la région Amadou Babale, compte rendu Sanoussi Garba et Moussa Jariri. D'une valeur de 16 millions de francs CFA et d'une capacité de 1000 litres pour un équipage de 5 personnes, ce camion de marque Renault a été offert à la région par le conseil de ville de Maradi pour renforcer la capacité opérationnelle de la 61e compagnie des sapeurs-pompiers. Ce don intervient à un moment où cette unité d'intervention rapide est de plus en plus sollicitée par la population de la ville de Maradi, voire de la région tout entière. Ces derniers temps, faut-il le souligner, l'on observe une recrudescence des accidents des camions-citernes sur l'axe Zender-Maradi, auxquels s'ajoutent des incendies, des noyades et des chutes dans les puits. Pour y faire face, la 61e compagnie de commandement d'incendie et de secours a effectué de janvier à ce jour quelques 790 sorties. Le gouverneur de la région a réceptionné la clé des mains du maire central avant de la remettre au vrai destinataire, le commandant de la compagnie des sapeurs-pompiers. Donnant le premier coup d'accélérateur au camion, le gouverneur Amadou Babale, tout en louant le geste, a déclaré qu'il renforcera la proximité des populations de la région avec les sapeurs-pompiers. La coordination régionale intersectorielle de lutte contre le sida a initié des séances de sensibilisation et de dépistage du VIH. C'est dans ce cadre qu'elle s'est rendue hier samedi à la prison civile de Niamey. Reportage Diori Isiaka et Mohamed Adam. Toujours dans la dynamique du slogan « Zéro décès dû aux IST VIH-Sida, zéro nouvelle infection, zéro stigmatisation », que la coordinatrice de la lutte contre le VIH-Sida et sa délégation se sont retrouvés face aux détenus de la prison civile de Niamey. Cibles vulnérables et exposés et surtout pas informés sur les conséquences des maladies sexuellement transmissibles, leur mode de contamination et surtout comment les éviter. Ce groupe constitue un foyer de propagation du VIH. Après celui des professionnels de sexe, avec une prévalence de 19,13% au niveau de la région de Niamey, ce groupe de détenus est en interaction avec ces dernières. Cela revient à dire que des interventions ciblées doivent être menées au niveau de ce groupe considéré comme prioritaire. C'est dans ce cadre que la Coordination nationale de lutte contre le sida a initié une étude complémentaire qui va permettre de comprendre les raisons pour lesquelles la séroprévalence est élevée au sein de ce groupe. Cette étude permettra à la SILS d'intervenir dans ce groupe afin de pouvoir réduire les nouvelles infections et également en vue d'une prise en charge précoce et correcte pour ceux qui sont infectés. Mesdames et messieurs, afin d'être au rendez-vous de 2015, nous devrons prioriser nos interventions conformément à notre plan stratégique national de lutte contre les IST VIH-Sida 2013-2017. Et pour cela, nous devons compter sur le leadership et l'engagement de nos autorités tant au niveau national que régional, l'accompagnement de nos partenaires techniques et financiers afin de pouvoir renverser la tendance de l'épidémie. Des animateurs ont passé en revue toutes les différentes sortes de maladies dues aux IST VIH-Sida, comment les éviter et comment les traiter. Ils ont sensibilisé les détenus sur la nécessité de s'abstenir de tout comportement à risque. Une séance de dépistage volontaire a été initiée à cette occasion pour les détenus. L'ONG Centrafrica Ubota Niger, en partenariat avec la Direction générale de l'État civil et des réfugiés, a organisé un atelier sur la promotion du droit à l'état civil des enfants et communautés dans le département de Myria, région de Zender, compte rendu. Organisé par le regroupement des ONG et associations du secteur de la santé du Niger,
Le Protexo et les réseaux nigériens de suivi et évaluation avec l'appui financier du PASOK 2, cet atelier qui durera 3 jours et qui regroupe une cinquantaine de personnes issues des services techniques, des élus locaux et de la société civile, cadre parfaitement avec la vision du gouvernement qui a toujours privilégié la méthode participative comme ce fut le cas au cours des groupes thématiques de l'élaboration du PDS, de l'initiative 3e et de la politique nationale de protection sociale. Ces participants qui sont également des acteurs de la mise en œuvre du PDS, cadre fédérateur de toutes nos politiques de développement, verront durant les 3 jours que durera l'atelier leur capacité renforcée sur les questions touchant les populations en général et la lutte contre la pauvreté et l'insécurité alimentaire en particulier, quand on sait surtout que notre pays du Niger est confronté depuis plus de 3 décennies à des conditions climatiques difficiles, cause de sécheresses récurrentes, alternées avec des inondations, avec tantôt des situations d'urgence extrêmes, tantôt d'importants déficits céréaliers. Cette série ininterrompue d'événements malheureux, dira le secrétaire général adjoint de la région Issa Moussa, qui présidait la cérémonie, a comme entre autres conséquences l'aggravation de la pauvreté au niveau d'une grande partie de nos populations rurales, les mettant dans l'incapacité financière d'avoir accès aux produits vivriers de base de qualité. Et c'est conscient de ces dangers que représente cette situation, devait-il poursuivre, les plus hautes autorités de la 7e République ont initié des actions d'urgence à même de créer les conditions de la nécessaire inversion de cette tendance. L'initiative 3e, le plan de développement économique et social, la politique nationale de protection sociale, conçue méthodiquement, suivie sous la conduite de son Excellence Issoufou Mahamadou, président de la République, chef de l'État, sont des outils importants dans la mise en œuvre satisfaisante, permettra incontestablement de rendre aux Nigériens et aux Nigériennes leur dignité. Avant d'adresser ses remerciements aux initiateurs de cet atelier et les PASOK 2 bailleurs de fonds, Issa Moussa a exhorté l'assistance à une participation active avec toute l'attention requise, surtout pour une meilleure internalisation du PDS, qui est le seul cadre fédérateur pour la mise en œuvre des projets et programmes de développement au Niger. Clôture hier après-midi au Palais des Congrès du Niamey de l'atelier sur la gestion durable des systèmes d'alimentation en eau potable en milieu rural par l'utilisation des nouvelles techniques de l'information, de la communication. C'est le secrétaire général du ministère de l'Hydraulique qui a présidé la cérémonie, compte rendu Abdourazak Amadou et Youssouf Suleiman. 2 jours durant, les participants à cet atelier sur la gestion durable des systèmes d'alimentation en eau potable en milieu rural par l'utilisation des nouvelles technologies de l'information et de la communication se sont penchés sur les thématiques à travers des discussions franches, des analyses critiques et objectives sur le bilan de la mise en œuvre de l'opération pilote de l'utilisation des INTIC dans la gestion des systèmes d'AEP dans la région de Tawa. D'importantes recommandations ont été formulées. Mettre en place un contrat de performance de gestion des systèmes d'AEP en milieu rural. Étudier les possibilités d'une réduction du tarif de l'eau en milieu rural. Appliquer de manière efficace les dispositions contractuelles relatives à la sécurisation des fonds de renouvellement et d'extension. Dans la perspective de la mise à l'échelle de l'opération pilote, prendre en compte dans la plateforme MOATA des frais inhérents au service communal eau et assainissement et ceux relatifs au fonds de renouvellement et d'extension et adopter le format des rapports à celui du guide SPE. Revoir les missions de la structure d'appui conseil suite à la mise en œuvre de l'opération pilote. Élargir la diversification de l'accès au réseau de téléphonie mobile. Développer les fonctions de coaching et d'accompagnement des acteurs à l'utilisation de la plateforme, améliorer la maîtrise du patrimoine et son état, assurer la prise en charge par l'État du référencement du patrimoine, favoriser l'émergence des opérateurs pour la maintenance, impliquer davantage les banques pour le financement des systèmes, prévoir dans les DAO les plans de recollement numérisés et géoréférencés au système de géolocalisation nationale. Le secrétaire général du ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement, en prenant la parole, a salué la participation active des partenaires techniques et financiers aux discussions dans la recherche des solutions pour l'alimentation durable en eau potable des populations et du cheptel. Puis-je vous rassurer que le ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement prendra toutes les dispositions idoines pour créer les conditions nécessaires à la mise en œuvre des recommandations ici de vos travaux. Je voudrais terminer mes propos en réitérant
Mes remerciements à tous les partenaires techniques et financiers du secteur de l'eau et de l'assainissement, et particulièrement à la Banque mondiale et à l'Agence française de développement pour leur appui appréciable depuis le lancement de l'opération pilote jusqu'à la tenue de cet atelier. À l'ensemble des participants, je dis simplement merci pour la contribution aux travaux. Tout en vous souhaitant bon retour dans vos lieux de travail respectifs, je déclare clos l'atelier sur la gestion durable des systèmes d'alimentation en eau potable en milieu rural par l'utilisation des nouvelles technologies, de l'information et de la communication. Bilan somme toute positif à l'issue de ces travaux de cet atelier sur la gestion durable des systèmes d'alimentation en eau potable en milieu rural par l'utilisation des nouvelles technologies de l'information et de la communication, et les contributions aux travaux permettront sans nul doute de cerner les conditions de déploiement de celles-ci à l'échelle du pays. Ouverture à Dosso ce dimanche de la réunion du Conseil fédéral extraordinaire du Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme PNDS Taraya, compte rendu Ousmane Abdou et Harissou Garba. Les assises de ce Conseil fédéral extraordinaire du PNDS Taraya à Dosso, en prélude à la tenue du 6e congrès du Parti Rose, ont pour objet la préparation du congrès au niveau de la fédération de Dosso. Les délégués vont également examiner entre autres le bilan des activités depuis 2011, le bilan du renouvellement des structures, les amendements aux textes fondamentaux et les perspectives politiques. Après les mots de bienvenue du président de la section PNDS Taraya Dosso Commune, le président du bureau exécutif fédéral de Dosso a cité le contexte dans lequel se tient ce conseil fédéral. Le présent conseil fédéral intervient après les débats politiques intervenus suite à la formation du gouvernement d'union nationale, expression de la volonté du président de la République, son Excellence Issoufou Mahamadou, de rassembler plus encore les Nigériens autour du programme de renaissance du Niger. Paris gagné. L'heure est désormais au travail pour l'atteinte des objectifs que nous nous sommes assignés dans tous les secteurs, secteurs politiques, secteurs sociaux, secteurs économiques, etc. Notre parti se doit d'apporter sa contribution dans l'accomplissement et le soutien au gouvernement pour la réalisation de cet ambitieux programme. Pour le PNDS Taraya, l'heure est au travail. Et pour ce faire, le président Foumakoy Gado a offert 4 véhicules 4x4 à la fédération PNDS Taraya de Dosso. La fédération PNDS Taraya de Zender a également tenu son conseil fédéral ordinaire en prélude au congrès de l'instance nationale prévu les 28 et 29 décembre 2013 à Niamey. C'était hier samedi à Matamé sous la présidence du député Maman Wazir, coordinateur régional du PNDS Taraya au titre de la région de Zender. Reportage Garba Maman Kabirou et Ali Abdou. Cet événement qui a réuni à Matamé ce samedi les militants de la fédération PNDS de Zender est en somme majeur, en ce sens qu'il porte une marque politique particulière, car le Conseil fédéral, il est important de le préciser, est la plus haute instance de la fédération. C'est en effet une rencontre importante de toutes les structures de la fédération PNDS Taraya de Zender, qui plus est intervient au moment où le Niger est résolument engagé dans le processus de son développement économique et social, dont la pierre angulaire et la philosophie de la Renaissance, avec comme l'un des pivots fondamentaux axes un peu plus stratégiques l'initiative 3N, le Nigérien nourrissent les Nigériens. Mais aussi devait indiquer en substance le président du bureau exécutif fédéral PNDS Taraya de Zender à la cérémonie officielle d'ouverture des travaux. Le PNDS Taraya, après un peu plus de 2 ans d'exercice du pouvoir, est parvenu à fédérer les convictions politiques des uns et des autres, et aussi
a donné les épreuves illustrant qu'il est porteur de l'idéal auquel aspire le peuple nigérien dans son ensemble. Car s'il est une évidence, c'est bien celle des réalisations faites sous l'impulsion du président de la République Issoufou Mahamadou pour assurer au peuple nigérien son bien-être a tenu à justifier El Hadj Magaji Dada. Lequel n'a pas manqué de se réjouir et de tirer un motif légitime de satisfaction au regard de l'élargissement et du renforcement de l'assise politique du PNDS Tareya dans la région de Zender qui a eu à insuffler une nouvelle dynamique organisationnelle à ses structures de base. En ouvrant les assises, le coordonnateur régional du PNDS Tareya au titre de la région de Zender a de prime abord salué le bureau exécutif fédéral qui, en un an de fonction, a un bilan étoffé et loin d'être léthargique, il s'est efforcé de faire le tour de toutes les sections. Ce conseil fédéral, le 6e depuis la création du parti, devait expliquer le député national Maman Waziri et le premier du genre à se tenir au moment où le PNDS parvint au pouvoir dans le cadre d'une alliance qui s'appuie encore sur une majorité confortable, nonobstant le départ du moderne FA Lumana. C'est le lieu ici, à l'occasion de cette instance régionale de notre parti, d'apporter notre solide soutien à notre gouvernement, à son chef, son excellence Brigid Rafini, Premier ministre, qui a eu l'audace de se présenter devant la représentation nationale pour qu'elle lui accorde sa confiance afin de continuer à mettre en œuvre le programme de développement économique et social. La fédération de Zender, par ma voix, apporte aussi son soutien indéfectible et son encouragement à son excellence, M. Mahamadou Issoufou, président de la République du Niger, chef de l'État, pour tous les efforts qu'il déploie pour la recherche du bien-être du peuple nigérien. Auparavant, et dans son mot de bienvenue, le député national Al-Hajj Moutari Idi, président de la section haute, a tenu à remercier le bureau exécutif fédéral de Zender et exprimer sa profonde gratitude pour le choix porté à sa section pour abriter ce conseil fédéral ordinaire. Le bureau exécutif national OJT, organisation des jeunes Tareya en tournée à l'intérieur du pays, a rencontré hier à Tillabéri les différentes structures de l'OJT. Objectif, prendre contact avec les responsables de ces structures. Compte rendu Zakari Maman. La région de Tillabéri, dernière étape de la tournée du bureau exécutif national de l'OJT, l'organisation des jeunes Tareya, a réservé un accueil empreint de chaleur au président national OJT et sa délégation. Toutes les fédérations OJT de la région étaient de l'accueil. Peu après, la délégation s'est retrouvée dans la salle de réunion de l'ENI, école normale des instituteurs, où attendaient notamment militants et militantes de l'OJT pour la rencontre. Chants, discours ont constitué l'essentiel du programme de la rencontre. Une rencontre initiée afin de permettre au bureau exécutif national OJT de prendre contact avec les responsables des structures au niveau fédéral et local. Dans son adresse et peu après les mots de bienvenue du président du bureau communal de Tillabéri, le président du bureau exécutif fédéral de l'OJT Tillabéri a indiqué que l'engagement de l'OJT Tillabéri sera poursuivi afin de faire émerger la jeunesse pour son épanouissement à travers le programme de renaissance du Niger. Pour que cela soit, a souligné M. Ayouba Seydou Anza, et par une grande mobilisation, la jeunesse prendra part à toutes les actions, ainsi soutenir et accompagner les autorités de la 7e République. Aussi, la jeunesse participera au débat politique, rencontrer les jeunes de la région, échanger avec eux pour leur faire connaître les idéaux et la vision du parti à travers des formations. Procédant quant à lui à l'ouverture de la rencontre, le président du bureau exécutif national OJT, il a dans son intervention rappelé qu'outre la prise de contact au cours de cette rencontre, il s'agit d'échanger avec les différentes structures de l'OJT sur la vie du parti et la situation sociopolitique en général. Par cette rencontre, a ajouté le président du bureau exécutif national OJT, Maître Ibrahim Djibo, il s'agira aussi de faire l'état des lieux des structures OJT dans la région à tous les niveaux, sections, sous-sections et bureaux de district. Et comme on peut aisément le constater, cette rencontre participe de la mobilisation de la jeunesse qui constitue les militants et militantes de l'OJT autour du président de la République, chef de l'État, son Excellence Issoufou Mahamadou,
et du chef du gouvernement Premier ministre, son Excellence Brigitte Raffini, en vue d'assurer la mise en œuvre effective du programme de renaissance. Retenez enfin que cette tournée du Bureau exécutif national OJT s'inscrit dans la droite ligne de l'exécution du plan d'action pour le mandat 2012-2016 du BEN OJT, issu du deuxième congrès ordinaire de l'organisation. L'Union nationale pour la démocratie et la République, UNDR Ndaga, elle célèbre aujourd'hui son baptême, cérémonie au cours de laquelle son président a livré une déclaration relative à la situation sociopolitique de notre pays et apporte son soutien au président de la République, la teneur avec Abdul Karim Amadou Sambo, président du dit parti. Aujourd'hui, 15 décembre 2013, par la grâce de Dieu, nous célébrons ensemble, dans la joie et l'allégresse, le baptême de notre parti politique dénommé Union nationale pour la démocratie et la République, UNDR Ndaga. L'UNDR Ndaga est un parti à vocation nationaliste, proche de feu le général Séni Kountché, à la mémoire duquel je vous demande d'observer une minute de silence, que Dieu l'accueille dans son paradis éternel. L'Union nationale pour la démocratie et la République, UNDR Ndaga, les démocrates patriotes nigériens, décident de créer un parti politique dénommé UNDR Ndaga. L'UNDR Ndaga reste solidaire des engagements pris par le chef de l'État, son Excellence Issoufou Mahamadou, et s'engage à lui apporter tout le soutien dont il aura besoin dans l'accomplissement de sa mission au service des Nigériens. L'UNDR souscrit aux droits et libertés tels que définis dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples et de la Constitution de la République du Niger. Dieu bénisse le Niger, Dieu bénisse l'UNDR Ndaga, je vous remercie. L'aménagement sécuritaire du groupe nucléaire français Areva, après avoir analysé les accidents intervenus sur ces différents sites de par le monde, avait conclu que l'ensemble des règles et des bonnes pratiques pouvaient être résumées en 9 standards facilement applicables sur tous ces sites. C'est pourquoi une journée de sensibilisation sur la sécurité a été organisée depuis novembre 2013 au niveau de la Somaïr à Arlit, à l'intention du personnel et des entreprises, compte rendu Hachim Mohamed et Nassirouna Kakali. Rappelons d'abord que la Somaïr, société anonyme de droit français et nigérien, exerce ses activités minières depuis plus de 40 ans au Niger, en Afrique de l'Ouest et dans la partie septentrionale du pays, plus précisément dans la région d'Agadez et dans le département d'Arlit. Avec un personnel constitué aujourd'hui de 99% de Nigériens, la Somaïr emploie plus de 3000 travailleurs permanents et sous-traitants, plaçant ainsi cette société du groupe Areva au premier rang des employeurs privés du Niger. La Somaïr adhère à tous les engagements au niveau international, souscrits par le groupe Areva et au niveau national. La Somaïr agit dans le respect des lois et règlements de l'État du Niger et assume de façon responsable ses missions sociétales vis-à-vis de toutes ses parties prenantes. Aussi, malgré l'accroissement des activités et du personnel en conséquence, la Somaïr a toujours su garder le cap dans la mesure où les résultats de sécurité atteints ont toujours été dans la limite des objectifs assignés. Cependant, pour mieux améliorer les indicateurs liés à la fréquence d'accidents de travail relativement faibles par rapport aux différents sites d'Areva à travers le monde, le groupe Areva a décidé justement d'organiser au mois de juin 2013 une journée de sensibilisation au niveau de tous ces sites sur la sécurité. Pendant ce temps, la Somaïr était encore sous le choc du traumatisme provoqué par le double attentat terroriste qui a endommagé, comme vous le savez, le 23 mai dernier, une partie de ses installations. Mais grâce à la détermination sans faille du personnel et de l'encadrement, tout est rentré dans l'ordre. 2013 aura été une année difficile pour Somaïr avec 7 accidents dont un décès, alors que l'objectif est de 0 accident. À la date du 28 novembre 2013, Somaïr totalisait 209 jours de production sans accident et sans arrêt,
à la grande satisfaction du personnel et du directeur des exploitations Somaïr, Ajira Salifou, qui, dans son allocution de bienvenue, développait toute la problématique de la sécurité devant les invités, tous rassemblés à l'occasion de cette journée. En première ligne, on remarquait la présence du directeur général de la Somaïr, Andrieux Jean-Luc, les responsables sécurité du groupe Areva, Madame Émilie Lacroix, le secrétaire général de la préfecture d'Arlit, Ibrahim Hamma, et d'autres personnalités civiles et militaires, tous pour manifester leur attachement à la célébration de cette journée d'information. Aujourd'hui, nous sommes à 209 jours sans accident avec arrêt, et je vous encourage sur cette voie. C'est surtout enregistré en matière d'engagement en sécurité qui explique ces résultats dont je viens de parler. Et je vous dis bravo et surtout ne pas baisser les bras pour que d'ici la fin de l'année, nous soyons en phase avec tous nos objectifs. À la Somaïr, notre objectif et notre activité n'a aucun impact sur la sécurité de nos employés et la santé des populations riveraines. Nous avançons sûrement sur cette voie à travers de multiples projets qui sont déployés, des dispositifs et dispositions mis en place, la recherche régulière de la conformité réglementaire de nos activités et installations. Les résultats sont assez éloquents et nous continuons à les améliorer régulièrement dans le cadre de notre démarche de progrès continu. Au regard des résultats fort encourageants enregistrés par Somaïr en matière d'amélioration des conditions de sécurité, la directrice en charge de ce volet au niveau du groupe Areva a vivement encouragé l'encadrement et le personnel de poursuivre dans le même sens, avec comme ambition l'atteinte de l'objectif zéro accident. Émilie Lacroix. Vous avez placé la sécurité et la prévention au cœur des activités de reconstruction suite aux dramatiques attentats que vous avez connus, et ce fut un vrai succès. Notre seule et unique ambition est et reste l'atteinte du zéro accident. Zéro accident mortel, bien sûr, c'est un prérequis. Tout autre résultat n'est pas acceptable. C'est pourquoi il faut rester mobilisé au quotidien. Et la réalisation de cette journée en est la preuve. Aujourd'hui, cette année, sur l'ensemble des sites du groupe Areva, partout dans le monde, une journée dédiée à la sécurité a été organisée dans le cadre du projet Safe Together, en sécurité tous ensemble. Notre engagement doit aller au-delà du simple respect des règles pour pouvoir vivre et travailler en sécurité. Pour le directeur général de la Somaïr, le but ultime de cette journée est de susciter la mobilisation de tous les acteurs à faire de la sécurité leur première responsabilité. Le groupe Areva s'emploie, a-t-il déclaré, à faire de cela une réalité au niveau de tous ces sites dans le monde. Andrieux Jean-Luc. Alors, pourquoi cette journée? Beaucoup de choses ont déjà été dites et je ne vais pas paraphraser ce qui a déjà été dit. Mais évidemment, le but pour nous, ici tous rassemblés, encadrement personnel opérationnel, à la fois de Somaïr, à la fois de nos entreprises partenaires et sous-traitantes, nous sommes ici présents pour nous rappeler et pour nous inciter à véritablement avoir en nous cette responsabilité d'opérationnel qui est la première pour nous, cette responsabilité pour la sécurité qui est véritablement la première responsabilité d'opérationnel. Avant tout, ce qu'il faut, et c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui, c'est pour ça que à la fois nos élus et nous-mêmes sommes venus vous rencontrer aujourd'hui. Ce qu'il faut, c'est que nous soyons tous convaincus que l'accident est inacceptable. L'atteinte du zéro accident, c'est l'affaire de tous, c'est mon affaire à moi, c'est l'affaire de l'encadrement, c'est votre affaire à chacun. Et chacun, encore une fois, doit assumer sa responsabilité par rapport à lui-même, en pensant à sa famille. Quelles sont les règles et les pratiques contenues dans les 9 standards Areva? Élément de réponse avec Abdoulaye Hamidou, directeur qualité, sécurité, environnement, Somaïr. L'application donc de ces 9 standards pouvait améliorer considérablement donc, les résultats sur l'ensemble des sites. L'interdiction de consommer de l'alcool ou de la drogue, l'interdiction donc de fumer que dans des zones autorisées, l'utilisation donc des équipements de protection individuelle
pour chaque personne entrant sur une zone déterminée. La formation à la sécurité sur son poste de travail pour tout nouvel arrivant. La ceinture donc de sécurité qui est donc obligatoire aussi bien pour le conducteur comme pour les passagers. Aucun câble donc ne doit traîner sur le sol et consacrer 5 minutes à la sécurité pour chaque réunion de travail. A noter que la cérémonie de lancement officiel de cette journée dédiée à la sécurité a été aussi marquée par la remise des prix aux agents Somaïr désignés employés du mois qui se sont distingués dans le respect des règles de sécurité sur leur poste de travail. Le directeur général de la Somaïr et les invités devaient ensuite visiter les stands érigés pour la circonstance. D'amples explications ont été données par les animateurs de ces stands en fonction de leur vocation. Un échantillon représentatif des règles des mesures applicables sur les installations Somaïr avec respectivement Mohamed Ilyas, contre-maître entretien usine, Moukele Alzouma, électricien instrumentation Somaïr, Ibrahim Boubacar Modibou de la radioprotection. Notre stand se compose de 3 volets principaux. Un volet consignation électrique, le second consignation fluide et le troisième consignation mécanique. Ces volets doivent interpeller les gens sur les précautions qui sont prises à l'usine pour permettre aux gens de travailler en toute sécurité. Les intervenants au sein de la zone, au sein de l'usine, au sein des installations, quand ils interviennent, sont soumis à plusieurs dangers qui sont d'ordre électrique, qui sont d'ordre chimique ou corrosif à travers les fluides qui sont acheminés dans les installations, ou d'ordre mécanique. Donc les consignations sont là pour prévenir tous ces risques. Donc elles sont faites par des personnes habilitées, formées, et elles font suite à des analyses de risques menées par le chef d'installation et le responsable des travaux et même le chargé de consignation. Tout cela porte à mettre une sécurité assez importante pour permettre aux gens de travailler professionnellement sans aucun souci. Pour parer à ces risques que comporte notre métier, il y a une procédure d'autorisation de travail et de consignation électrique. Donc la consignation électrique, elle est faite par nos agents qui sont d'abord habilités, et pour qu'elles soient habilitées, ils ont suivi des formations en habilitation électrique, où ils ont reçu des avis favorables et l'employeur les a désignés pour qu'ils soient chargés de consignation. Pour la surveillance radiologique des travailleurs, nous avons donc deux méthodes. Donc la partie prévention où nous faisons donc des mesures en continu sur les risques que nous avons, donc notamment les poussières, les descendants du radon à vie courte et les rayonnements gamma. Et au niveau donc, ça c'est pour le contrôle quotidien pour les ambiances de travail. De l'autre côté, nous avons donc, comme vous pouvez le remarquer ici, donc nous avons des dosimètres ici qui sont passifs. Nous faisons une exposition mensuelle et à la fin du mois, on récupère le dosimètre et on fait une lecture pour savoir quelles sont les doses reçues par les travailleurs. Voilà donc les deux méthodes. Donc un suivi au quotidien et une dosimétrie mensuelle qu'on fait au niveau donc, des travailleurs de la Somaïr. A noter que d'autres stades non moins importants ont été également visités par les invités, notamment les stands des sapeurs-pompiers où rien n'a été omis pour prévenir ou maîtriser les incendies lorsqu'ils interviennent, comme illustré par cette démonstration. Oui, comme on l'a dit à la Somaïr, la sécurité d'abord, la sécurité toujours. Un Boeing 747 affrété par la compagnie Air Niamey a acheminé hier après-midi les derniers bagages des pèlerins nigériens. Il s'agit de plus de 50 tonnes de bagages excellents cumulés pour le retour des pèlerins. Les précisions avec nos reporters Gérard Ablaziz et Tahirou Hassan. À l'issue de ces 8 vols retour ayant transporté 4000 pèlerins conformément au contrat qu'elle a signé avec le commissariat au Hajj Koho, Air Niamey s'est retrouvé avec un excédent de bagages de 55 tonnes. Pour satisfaire sa clientèle, la compagnie aérienne a déboursé 100 millions de francs CFA hors contrat Koho pour affréter ce samedi ce Boeing 747-200 cargo qui a transporté les bagages. Quand vous avez des pèlerins qui viennent avec 3-4 bagages à main, vous vous retrouvez forcément à privilégier l'acheminement des bagages à main au détriment des bagages en soute. Parce que les bagages à main sont constitués essentiellement d'effets personnels. Donc les racks à bagages en cabine ne pouvant que prendre un seul bagage au maximum, l'avionneur se trouve à mettre ses bagages à main
prévus normalement dans les racks à bagages dans les compartiments soutes. Ce qui fait qu'on est obligé de délester les bagages en soute pour prendre les bagages à main. Et quand vous faites chaque vol, quand vous vous retrouvez avec un surplus de 200 à 300 bagages à main, évidemment vous délestez à peu près l'équivalent, un peu moins, en bagages en soute. Donc c'est le cumul de tous ces bagages en soute délestés qui ont donné ce résultat de 55 tonnes de bagages qui sont restés en rade à l'aéroport international de Jeddah. Donc c'est vraiment une sensibilisation sur cet état de fait. Il faut que tous les acteurs s'y mettent. Comme je l'ai dit, le commissariat au Hajj est à sa première édition. Moi je pense qu'il faut se féliciter déjà du travail qu'ils ont abattu parce qu'ils étaient pratiquement en train de s'installer quand il y a eu l'organisation de ce Hajj 2013. Donc ensemble, il faudrait tirer ces leçons une bonne fois pour toutes. Le COHO félicite Air Niamey pour cet effort énorme en faveur des pèlerins et s'engage à venir à bout de ce problème récurrent de bagages. Cet excédent est vraiment la responsabilité de nos pèlerins qui n'ont pas respecté donc les consignes données par le COHO. C'est pourquoi le COHO envisage, Inch'Allah, de prendre ce problème en charge pour le Hajj à venir, comme il l'a dit. Nous envisageons déjà d'uniformiser ou bien de formaliser les valises de bagages en soute et les valises de bagages en main comme le font d'autres pays. Les pèlerins concernés ont commencé à retirer leurs bagages depuis ce matin à la douane de l'aéroport international Diori Hamani. Nous arrivons à la partie magazine de ce journal. Le ministre des Enseignements professionnels et techniques a, dans sa stratégie d'amélioration des formations et leur adéquation à l'emploi, dépêché une mission à Cotonou au Bénin, une mission qui a échangé et partagé avec les techniciens du pays hôte sur les approches par compétences, mais aussi et surtout sur un cadre cohérent de certification des cursus de formation, de validation des acquis professionnels. Elle a par ailleurs visité le centre de formation Songhai de Porte-Nouveau, la synthèse avec nos envois spéciaux, Jibril Namalka et Lawali Yahya. Très bonne réception et excellente soirée à tous. Le ministère des Enseignements professionnels et techniques, dans sa politique de développement du sous-secteur, s'active avec l'appui de l'État et de ses partenaires financiers et techniques à adopter l'approche par compétences comme méthode de développement et de gestion des programmes de formation professionnelle. Toute chose qui lui permettra d'adapter les formations aux réalités socio-économiques et de satisfaire avec plus de précision aux besoins du marché en main-d'œuvre qualifiée. En effet, le ministre Cheb Daïna a autorisé une délégation d'environ 13 personnes avec l'appui de la coopération luxembourgeoise à se rendre à Cotonou au Bénin pour dialoguer, échanger et partager avec leurs frères béninois qui sont en avance sur le Niger dans ce domaine, afin d'être mieux préparés pour s'engager dans le projet d'élaboration du cadre national de certification professionnelle et de validation des acquis professionnels et expérientiels. C'est ainsi que la délégation, conduite par Dr Abdoulabou Boucher, directeur de cabinet du ministre, a eu une séance de travail avec les techniciens béninois. Des discussions qui ont porté, entre autres, sur le dispositif général au Bénin de la formation professionnelle, le niveau de mise en œuvre avec quels outils, l'état des lieux de l'apprentissage et de la formation professionnelle au Bénin. Des échanges très bénéfiques pour les membres de la délégation. Ce déplacement nous a permis de partager effectivement à l'issue de différentes communications avec nos amis du Bénin, et ce qui nous a permis de voir effectivement la démarche que nous avons voulu emprunter au Niger est sur la bonne voie. Cela va nous permettre de mieux organiser, de mieux restructurer l'apprentissage et pour valoriser effectivement les diplômes qui sont délivrés, et ça va également permettre aux différents lauréats de valoriser leur apprentissage en vue de partager et de s'insérer ou au Niger ou dans la sous-région. Par rapport à leur expérience
par rapport donc à un diplôme qu'ils ont créé, qu'ils ont appelé le CQP, donc qui est un diplôme délivré à des déscolarisés qui ont suivi une certaine formation. Et le CQM, qui est délivré à des gens qui n'ont jamais été à l'école, mais qui ont appris sur le tas par imitation auprès d'un maître artisan. Donc c'est cette expérience-là que nous sommes en train de partager actuellement. Nous sommes en train de discuter par rapport à ça, par rapport à la méthodologie qu'ils ont mise en place pour l'obtention de ces diplômes. C'est des grands chantiers qui nécessitent la mobilisation des uns et des autres, en particulier du secteur professionnel et nous. Et il était important pour nous de venir voir le Bénin a eu à expérimenter, a eu à faire une avancée par rapport à ces questions, voir ce que nous pouvons adopter du Bénin et prendre en compte aussi les difficultés